Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu plus ambiance Noël. J'ai fait un effort pour les décorations, j'ai rajouté quelques petits trucs comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo. J'avais des anciennes décorations que ma mère m'a refilées et deux petits sapins que mon chéri m'a offert pour les mettre dans la bibliothèque. Ça ressemble un petit peu à quelque chose et on a une vieille guirlande également qui clignote et qui change un petit peu l'ambiance. Je vais vous parler aujourd'hui de mes sagas en cours et également de mes sagas abandonnées parce que la plupart du temps ce sont des sagas abandonnées, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je suis un petit peu indécise sur celles que j'ai abandonnées. Peut-être que je devrais en continuer certaines. Donc si jamais vous avez des avis sur ces fameuses sagas abandonnées, je suis preneuse dans les commentaires. Pour commencer, je vais vous parler de la saga La Passe-Miroir. C'est une saga que j'ai commencée il y a assez peu de temps. En fait, je vais vous parler des sagas dans l'ordre dans lesquels je les ai lus depuis récent au plus ancien, et c'est sur ces 3 dernières années. Évidemment, les sagas abandonnées sont plus les anciennes sagas. Mais il y en a certaines que j'aimerais continuer. La Passe-Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Je l'ai commencé donc il y a très peu de temps, et je vais continuer le tome 2 pour le Cold Winter Challenge, donc je ne l'ai pas du tout arrêté. J'en suis pour l'instant au premier tome, et le fait que je vais lire le tome 2 est plutôt bon signe, même si généralement quand ça casse au tome 2, donc ce sera un petit peu le moment de savoir si je vais continuer ou non. Je crois qu'il n'y a que 4 ou peut-être 5 tomes, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une série que je devrais pouvoir terminer si elle est pas trop longue, pas trop lente. Ce que j'avais pas trop apprécié dans la fin du premier tome, c'est que la suite qui s'annonçait ressemblait très fort à ce qui s'annonçait au tout début du tome en fait. Donc on avait l'héroïne qui se retrouvait dans un endroit différent, qui devait faire attention à ce qu'elle disait, à ce qu'elle faisait, qui devait éviter de se mettre en danger parce que si on découvrait qui elle était, les gens de la cour risquaient d'attenter à sa vie. Et j'ai eu l'impression à la fin de ce premier tome qu'on recommençait à zéro et qu'après tout ce qu'elle avait vécu, c'était reparti quoi. Elle va à un autre étage de la sphère de la cour et elle va recommencer à zéro, même si cette fois on va savoir plus ou moins qui elle est. Mais elle va encore une fois devoir se dépatouiller avec les intrigues de cour, et je trouvais que c'était pas super tentant. Comme je l'ai dit dans mon point lecture sur La Passe-Miroir tome 1, je continue de le lire uniquement parce que c'est extrêmement bien écrit, que c'est très imagé, très poétique, très original, et que je soupçonne que ce premier tome était très introductif et qu'il va se passer plus de choses plus intéressantes avec peut-être un peu plus de pratique des pouvoirs des différentes personnes au fil du temps. D'ailleurs, je crois que je me suis un petit peu spoilée. Les quelques fois que je me suis spoilée, je cherchais une citation en particulier à un moment donné, et je me suis spoilée sur des phrases que je n'avais pas encore lues, qui étaient dans les tomes suivants, et qui m'ont grave donné envie de lire la suite. Mais à ce moment-là, j'étais en train de lire d'autres choses, donc je me suis retenue, et maintenant, je me suis un peu calmée sur l'envie de lire la suite, mais de toute façon, comme il est au programme du Cold Winter Challenge, je vais le lire, c'est sûr et certain. Ensuite, Erectus de Xavier Muller, aux éditions Pocket. C'est un roman que je viens tout juste de lire. Je vous prépare un petit point lecture pour vous en parler justement. Donc je ne vais pas trop en dire, c'est une histoire de virus qui transforme les hommes en hommes préhistoriques, en Homo erectus plus précisément, et qui fait ça d'ailleurs avec les animaux et la flore. Donc c'est un virus extrêmement puissant qui modifie toute la planète en fait, et qui menace les hommes sur tous les aspects. Et vu comme c'était écrit, et également, vu comme ça a été publié, ça n'avait pas l'air d'être un premier tome. Je ne sais pas si c'est une tactique de la maison d'édition pour que les gens achètent en se disant j'achète un tome unique, je vais le lire, ce sera terminé, ou s'ils ne savaient pas qu'il y aurait un deuxième tome puis un troisième tome, mais il s'avère qu'il y a 2 tomes après ça, et le deuxième tome on voit bien marqué tome 2, sauf que le premier non, c'est vraiment, on dirait un tome unique quoi. Donc le tome 2 a l'air d'être d'une ambiance extrêmement différente d'après les avis que j'ai vus, donc ça a pas l'air... C'est quand même la suite du premier tome, mais c'est moins complexe, peut-être qu'il y a moins de recherches parce que le premier était basé sur beaucoup de recherches scientifiques, peut-être que le deuxième est un petit peu plus dans la théorie, peut-être qu'il est un peu plus lent, je ne sais pas. Le premier était extrêmement... il se passait beaucoup de choses, même si on peut considérer que ce sont des lenteurs, parce que c'était des lenteurs administratives on va dire, mais sinon il se passait beaucoup de choses tout le temps. Le deuxième, il a l'air plus lent, donc j'hésite encore à le lire, mais je pense que je vais le faire. Je vais probablement acheter ce tome 2 et le lire. Et le tome 3, j'ai lu le résumé, je sais pas pourquoi je fais ça, j'aurais pu me spoiler, mais en fait, ça raconte un truc qui n'a presque rien à voir. Je sais plus exactement ce que c'était. On traite encore un peu l'éthique au sujet de la frontière entre l'homme et l'animal, je crois, mais je peux me tromper. Je ne sais plus exactement de quoi ça traite, mais je sais que c'était pas du tout sur le même sujet que le premier et le deuxième tome, donc je pense que ça va dépendre de la lecture du deuxième tome pour que je veuille lire le troisième, mais je considère que c'est une saga en cours. Ensuite, la saga en cours Fallen Angel, entre parenthèses Paradis et Damnation, c'est donc le roman que j'ai reçu en service presse de la part de BMR. C'est de Wendy Thévin. Je ne sais pas si je lirai la suite, je ne pense pas la lire parce que
Je pense que c'est le genre de saga qui va faire beaucoup de tomes, qui pourrait faire beaucoup de tomes, il y a un bon potentiel, mais c'est probablement trop romance pour moi et pas assez surnaturel. J'ai vraiment besoin qu'il y ait une très forte intrigue dans les romans que je lis, et quand c'est trop axé romance et trop axé rapport sexuel, je suis moins hypée, donc je ne pense pas le lire. Je pense que c'est pour d'autres types de lecteurs, et donc je considère ça comme une saga abandonnée, sachant que de toute façon les tomes suivants ne sont pas encore sortis puisque c'est tout récent. Ensuite il y a les chroniques Homérides, c'est-à-dire le souffle de Midas pour le tome 1 de Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Là je pense que vous le savez aussi si vous avez lu le point lecture que j'ai fait sur ce roman, je n'ai pas du tout apprécié le manque de virgule et les phrases emberlificotées que j'ai lues, et pour moi le scénario était aussi un petit peu déséquilibré, lent, il se passait pas grand chose, c'était donc un tome, on peut dire, extrêmement introductif, et je n'ai pas été particulièrement satisfaite de ce roman, donc je ne lirai pas la suite. À la limite, si jamais il y a un tome 2, même si je pense qu'il est aussi assez récent, mais si jamais il y a un tome 2 et que vous l'avez lu, et que c'est genre grave bien, mais vraiment beaucoup mieux que le premier, à la limite dites-le moi, et puis bah j'y réfléchirai. Mais sinon, si c'est pas beaucoup mieux que le premier, et si ça soulève pas beaucoup plus de problématiques, je pense que ce n'est pas pour moi, ni l'écriture, ni le scénario. Ensuite, à Cotard, dans le premier point lecture de cette chaîne, je pense, j'ai parlé d'Acotar, je l'avais lu quelques semaines auparavant, donc c'était quand même assez frais dans ma mémoire. Il y avait pour moi beaucoup de problèmes, d'incohérences dès le début. Après, ça s'est pas vraiment poursuivi, je trouve que c'était plus trop les incohérences qui me posaient problème, il y avait d'autres choses. Je trouvais que c'était beaucoup trop lent et je n'arrivais pas à avoir envie de lire la suite. Et même quand on a commencé à avoir une romance qui s'imposait lentement, mais vraiment très lentement dans le tome 2, je n'ai pas accroché, donc j'ai abandonné à la moitié du tome 2 à peu près. Donc je considère ça comme une saga abandonnée puisque j'ai vraiment tout fait pour m'accrocher et on m'a dit « t'accroches pas ». On m'a dit franchement, ça vaut pas le coup. Je suis évidemment tombée sur des gens qui n'aimaient pas beaucoup Cotard, je serais tombée sur des fans, j'aurais probablement terminé le roman, mais je suis allée me spoiler sur un blog, et donc ça m'a suffi, et je ne pense pas que je lirai cette saga un jour. Mais qui sait, peut-être d'autres Sarah J. Maas, on verra. Donc oui, il s'agit d'une série de Sarah J. Maas chez La Martinière. Ensuite, j'ai lu Le Stream, c'est une série de chez Explora, écrite par Amandine Peter, et cette série, je l'ai lue juste après la série de Amandine Peter, toujours, que j'ai découverte chez Explora pour la première fois. C'est là que je découvrais cette maison d'édition et cette autrice. Je les ai découvertes parce que j'avais un abonnement à Kindle. Et en fait, les expéditions Explora proposent d'emprunter leurs romans grâce à cet abonnement Kindle. Et j'ai donc pu lire La couleur des nébuleuses, Le silence des nébuleuses, donc une duologie de Amandine Peters qui est franchement pas mal du tout. Je l'ai lu entièrement, par contre je crois qu'il y a un préquel qui va sortir ou qui est sorti, donc c'est vraiment très très récent, mais je ne sais pas si je vais le lire parce que je considère que cette duologie m'a largement suffi et que je trouve que le scénario était suffisant en soi. Après je pense que ça doit être très bien écrit également, mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. En ce qui concerne Le Stream, j'ai lu ce premier tome et j'ai eu la sensation que l'autrice l'avait écrit avant La couleur des nébuleuses. J'avais l'impression que l'écriture était moins maîtrisée, que les descriptions n'étaient pas assez complètes, et donc je n'arrivais pas à visualiser ce qu'il fallait visualiser. C'était un monde très particulier. Le Stream, c'est une histoire de tuyaux d'eau qui traversent toute la ville, et ils peuvent rentrer dans ce réseau en fait d'un courant aquatique extrêmement puissant, et s'ils ont un minimum de maîtrise et qu'ils ont été formés pour ça, ils peuvent traverser donc ce courant et se rendre à différents endroits de la ville. J'ai même un petit peu oublié, mais en gros, l'héroïne, à un moment donné, va découvrir que le stream se comporte bizarrement, c'est-à-dire que soudainement, elle va avoir des accidents qui ne sont pas prévus, et on va un petit peu lui mettre sur le dos ces accidents, comme si c'était elle qui avait mal manœuvré, son corps est mal manœuvré avec la pression de l'eau, etc. Et en fait, en réalité, il se passe quelque chose de bizarre, et en fait, ils vont un petit peu remonter jusqu'à la naissance du stream et sur pourquoi ça existe et ce qui se passe, etc. C'est donc du surnaturel, puisqu'il y a des événements un peu magiques qui arrivent. Et j'ai lu le premier tome, et je crois que j'ai commencé le deuxième, et j'ai pas réussi à le continuer, parce que c'était trop abstrait pour moi. À la fois, je voyais ce qui se dessinait, je commençais à voir un petit peu ce que l'autrice a voulu dire, et puis à la fois ça me donnait pas assez envie de découvrir la suite, donc j'ai décidé de ne pas lire la suite, mais
cette autrice, en l'occurrence, écrit très bien. J'ai été très satisfaite de la couleur des nébuleuses et du silence des nébuleuses. Je la relirai très certainement si elle écrivait d'autres romans, ce n'est pas la question. Mais cette saga spécifiquement, je l'ai abandonnée. Ensuite, L'appel du renard de Charlie Reynard aux éditions Milady. J'avais l'intention de vous en parler dans une autre vidéo, je pense que je vais le faire d'ailleurs. L'appel du renard, c'est édité par MXM Bookmark. C'est une romance MM. Et c'est une histoire de métamorphe, on va dire de loup-garou, mais en l'occurrence version renard. Donc c'est donc une romance entre, je crois, un shérif et un renard. Le shérif va un peu pointer le bout de son nez dans un coin où il y a un village de change-forme et ça va pas trop plaire. Donc on va assigner à l'un de ces change-formes le rôle de l'éloigner de là, sachant qu'il y a eu un meurtre, et donc il faut comprendre qui a pu massacrer comme ça une personne qui passait par là. Évidemment, on dirait une bête sauvage, est-ce qu'il s'agit d'un renard, est-ce que c'est autre chose? Une romance naît donc entre les deux personnages. J'ai bien aimé, je ne pourrais pas juger encore une fois de la qualité de ce texte, parce que c'était très romance encore une fois. J'aime bien la romance, mais je l'aime particulièrement intégrée dans une intrigue plus large. Je préfère quand les problématiques qui se posent ne sont pas juste des problématiques d'obstacles entre les personnages pour qu'ils se mettent ensemble. J'aime bien quand les problématiques qui se posent, ce sont plus des problématiques liées à l'intrigue principale, aux dangers que les personnages rencontrent, à leur enquête, plus que parce qu'ils veulent pas trop s'approcher ou qu'ils s'aiment pas et que finalement si, ils s'aiment bien, enfin voilà. J'aime bien qu'il y ait un sujet plus important que juste leur romance. Je trouve que c'était une excellente romance, il me semble que c'était plutôt bien écrit, j'en ai un bon souvenir, mais je n'ai pas eu envie de continuer les tomes suivants puisque ça allait être un couple différent à chaque fois, des personnages qu'on connaît, qu'on rencontre dans le premier tome et qui sont repris dans les tomes suivants. J'étais curieuse et à la fois, il y en a encore une série, un certain nombre, donc j'avais pas envie de me lancer dans tout ça. Une fois de temps en temps, ça me plaît, mais voilà, je considère que cette saga est à peu près abandonnée, mais rien ne m'empêche un de ces jours d'aller prendre un tome suivant, si j'ai envie justement de retourner sur une romance de ce style, parce que l'écriture ne me rebute pas, donc pourquoi pas. Dans le même style, il y a Thirds de Charlie Cochet aux éditions MXM Bookmark. Thirds, c'est une série dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill, à mon avis c'est avec elle que j'ai découvert cette série. Il s'agit encore d'une histoire de change-forme, puisque ce sont des humains qui peuvent se changer en différents animaux après qu'un genre de virus, je crois, ait modifié une partie de la population. Et du coup, il y a des frictions justement entre les populations qui peuvent se transformer et celles qui ne le peuvent pas. Et il y a une police qui s'occupe des problèmes liés au change-forme. Et au sein de ce corps militaire, on va dire, il y a des duos, un change-forme et un humain, qui se mettent ensemble et qui travaillent pour élucider les enquêtes lié au change-forme au sein de la population. Et le héros est un humain, il a travaillé dans la police, je crois, et il va rejoindre un peu contre lui, il me semble, le Thirds, et il va se retrouver en duo avec le chef d'équipe qui s'appelle Sloan et qui n'est pas très content parce que pour lui, son ancien coéquipier est irremplaçable, on va dire. Et donc c'est une romance MM, encore une fois. Là encore, il me semble que l'enquête n'est pas si importante. Elle prend quand même plus de place peut-être que dans L'appel du renard. Il y a quand même un peu plus de termes techniques et d'immersion dans leur milieu. On voit quand même pas mal d'interventions de leur part, d'opérations. Mais il y a aussi beaucoup de romance et je trouvais que c'était peut-être un petit peu vulgaire et la traduction était peut-être pas extraordinaire. J'ai pas un bon souvenir de l'écriture. Je me souviens qu'il y avait des problèmes soit de virgule, soit de faute, soit les deux. Il y avait probablement aussi des phrases mal fichues et du vocabulaire particulièrement familier un peu partout. En termes d'écriture, j'en ai pas vraiment un bon souvenir, mais j'en ai quand même lu 2 des tomes puisque je voulais un petit peu la suite. Et au final, il y a toujours ces fins de tome où finalement les personnages se tirent la tête ou se séparent et après il faut relire le tome suivant pour les revoir se mettre ensemble. Moi je suis un petit peu comme Nina Quill, dans une de ses vidéos elle le disait récemment justement qu'elle veut regarder comment se mettent ensemble les personnages et une fois que c'est bon, c'est fini, elle passe à autre chose, elle en a rien à faire. Et je suis un petit peu pareil, j'aime beaucoup voir tout le processus de mise en place du couple, tout le processus de naissance des sentiments, les obstacles, les galères, les tout petits moments d'étincelle où les personnages se rapprochent, etc., etc., etc. Mais une fois qu'ils sont ensemble, qu'ils ont déjà été une fois ensemble, j'ai du mal à
tenir et à m'accrocher, il faut vraiment que les obstacles qui les séparent soient importants. D'ailleurs pour le roman suivant c'est exactement le même problème, donc je vais vous en parler. Mathias de Lily Haim en auto-édition, je sais pas si ça a été édité derrière, parce que Lily Haim il me semble qu'elle est éditée, je peux me tromper, mais il me semble qu'elle a été éditée en maison d'édition, donc peut-être que Mathias a été repris. En tout cas j'ai acheté une intégrale, tome 1 et tome 2, et je n'ai lu que le premier tome, et c'est une histoire qui a plu à beaucoup de monde, j'ai l'impression, d'après les avis. C'est encore une romance MM, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Mathias, un adolescent qui se croit hétéro, il me semble, et qui va rencontrer un autre garçon qui va débarquer dans le lycée, qui est tout nouveau. Et pour résumer, parce que j'en ai gardé une impression très globale, il va lui tourner autour, sachant que l'autre se sait homosexuel, et qu'il en a souffert dans sa vie, de devoir se cacher ou de devoir se refouler. Et Mathias, lui, il est convaincu d'être hétéro et il va quand même être à fond sur lui. Et je crois qu'il va souvent dire qu'en fait, il est hétéro, mais il l'aime lui. Alors, je crois que je l'ai déjà vu pas mal, cette réflexion-là, que je trouve un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il rejette complètement qui il est, et puis du coup, tout le roman, en fait, c'est une remise en question de lui-même, il essaie de comprendre ce qu'il veut, il essaie de comprendre jusqu'où il est capable d'aller pour prouver qu'il aime ce garçon. J'ai lu jusqu'au tome 1, et c'est encore un tome qui se termine avec une séparation qui implique que dans le deuxième tome, on recommence à zéro, mais plus tard. Et donc, je n'ai pas eu le courage de le lire, parce que je me suis dit, si le deuxième tome est aussi lent que le premier, et aussi plein d'interrogations et de remises en question, je vais pas y arriver. Mais d'un autre côté, j'ai fait une vidéo encore récemment, ça se trouve elle va sortir après parce que parfois j'inverse un peu les sorties des vidéos en fonction de ce qui doit sortir en priorité. Mais donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle justement des sagas, et c'est marrant parce que donc c'est une vidéo sur les sagas, donc je pense que je vais répéter cette réflexion juste pour que ce soit dit. Mais en gros, pour moi, quand une saga est longue, on ne peut pas avoir la même ambiance dans un premier tome que dans un 7e tome par exemple. Et l'auteur l'a forcément voulu, c'est-à-dire que, par exemple, dans Harry Potter, l'ambiance change et on a une histoire qui devient de plus en plus sérieuse et de plus en plus sanglante, avec de plus en plus de morts. Et en gros, c'est voulu, donc c'est calculé et c'est fait exprès. Je trouve que quand on a 2 tomes ou 3 tomes et que les 3 tomes sont dans des ambiances complètement différentes, que les problématiques ne sont plus du tout les mêmes, que limite les personnages sont différents, en tant que lectrice, je n'aime pas continuer à lire parce que si j'ai adoré le premier tome, mais qu'on me change complètement le décor et l'ambiance et les personnages et la problématique, les enjeux, etc. du tome suivant, c'est plus la même chose que je lis, et donc c'est comme si je me mettais à lire un nouveau roman qui n'a rien à voir. Et donc, est-ce que je l'aurais lu en temps normal? Et donc, je me repose toutes ces questions. En tant qu'autrice, donc, je n'aime pas non plus faire ça. J'essaye autant que possible de ne pas changer l'ambiance, même si je suis peut-être mal placée pour dire ça, parce que je pense que dans le siècle des immortels, je change énormément d'ambiance à cause du fait que j'ai une énorme révélation en fin de premier tome, et que du coup, en tome 2 et 3, on part sur les résultats de cette révélation. Mais peu importe. Ce que je veux dire donc, c'est que pour apprécier le tome 2 de Mathias, il faudrait que ces personnages aient grandi fortement, que Mathias lui-même soit différent, qu'il ait décidé de s'accepter complètement, que donc la romance soit complètement différente, comme si les personnages étaient différents. À la limite, l'autre personnage n'a pas besoin de changer, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, désolé. Mais Mathias, lui, il faut qu'il ait changé drastiquement, et qu'il soit plus le même personnage pour que j'apprécie la romance, parce que si on est reparti sur le même tome que le premier, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai décidé de ne pas le lire, voilà, toute cette explication pour expliquer que j'ai abandonné cette série. Si jamais vous avez lu Mathias, si jamais vous avez lu les 2 tomes et que vous avez vu qu'il y avait une ambiance différente et que les personnages étaient effectivement plus âgés, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre dans le 2e tome, et que c'est beaucoup mieux et que c'est pas la même romance du tout, et que les problématiques et les obstacles entre les personnages, etc. ne sont pas les mêmes, et que c'est pas, on n'est pas encore sur une redéfinition de qui on est, etc. Et que voilà, ça m'intéresse de le savoir parce que peut-être que je le lirai. Il faut savoir que j'ai acheté l'intégrale, donc j'ai le roman tome 2, mais je ne l'ai pas lu et je n'ai pas l'intention de le lire dans l'immédiat. Donc cette saga pour l'instant est en abandon, mais peut-être qu'un jour je lirai le tome 2. Tout dépend de si j'ai du temps ou non pour le lire et pas d'autres romans en attente. Ensuite, les chroniques de Rennes de Faith Keane aux éditions MXM Bookmark également. J'ai lu le tome 1. Et quand je dis que je l'ai lu, je l'ai pas réellement lu. Je crois que je l'ai lu à 90%, peut-être même 95 ou 99%. Bon, je dirais pas 99 parce que je pense que je l'aurais terminé dans ce cas. Mais je crois que j'ai dû le lire à 90%, vraiment, vraiment, vraiment. Et là,
j'ai pas réussi à finir. Et c'était pas à cause de la fin, hein, c'est vraiment juste à cause d'une accumulation de problèmes dans ce roman qui fait que, à 90%, j'avais même pas le courage de terminer ce roman en fait, je suis passée à autre chose. Si vous avez lu Les Chroniques de Rennes, vous saurez de quoi je parle. C'est un peu le genre de roman comme Prince Captif et d'autres romances où on a donc un personnage qui se fait enlever et qui se fait emprisonner, qui devient un esclave et qui donc est à la botte de quelqu'un d'autre, et cette autre personne est une personne hiérarchiquement supérieure, donc là en l'occurrence on a un prince je crois. C'est encore un peu le syndrome de Stockholm, sauf que désolée, j'ai adoré Prince Captif, même si je veux bien admettre que le premier tome était peut-être un peu problématique sur certains aspects, et que voilà, moi j'ai adoré comment ça s'est déroulé par la suite. Et la romance n'est pas basée sur le syndrome de Stockholm, puisque dans Prince Captif, le prince n'est plus captif lorsque la romance naît vraiment, et il y a eu tout un tas d'autres choses qui justifient la suite des événements et la naissance d'une romance, etc. Là, dans Les Chroniques de Rennes, j'ai lu un seul tome, encore une fois, je ne sais plus combien il y a de tomes, mais je n'ai pas du tout voulu terminer ce roman parce que je n'en pouvais plus. Et je suis surprise parce que j'ai été voir les commentaires. Alors ok, on peut appeler ça une dark romance et on peut considérer que oui, parce que c'est une dark romance, on sait à quoi s'attendre et que le syndrome de Stockholm et qu'il y a tout un tas de trucs toxiques mais qu'il faut qu'on sache que c'est toxique. Alors déjà, je crois pas que dans les Chroniques de Rennes, on sache que c'est toxique. Je n'ai pas vu un seul instant que c'était dit. Même le personnage, en fait, il est tout jeune. On voit vraiment que le prince des vampires qui a fait enlever Rennes et qui s'est retrouvé avec lui comme esclave, on voit vraiment qu'il profite de la situation. De toute évidence, l'autrice a voulu montrer une romance, d'accord? Donc, de toute évidence, ce prince ne veut pas profiter de la situation, mais c'est ce qu'il fait, puisque Rennes est tout jeune, je crois qu'il est même pas majeur, il se fait enlever, il est, on va dire, innocent, un peu naïf, et même s'il a un sale caractère, parce que voilà, c'est toujours ce qu'on aime bien voir, c'est le personnage qui a un sale caractère, qui se laisse pas faire, oui, mais quand même, il tombe amoureux de son bourreau, et le bourreau reste un bourreau de bout en bout. Alors, peut-être que après les 90% que j'ai lus, c'est plus trop le cas, mais en tout cas, pendant au moins 90%, il est un esclave de cet homme, il en tombe amoureux, il se passe des choses sous leur toit, et il devient extrêmement dévoué à ce personnage sans que ce personnage ne le mérite. Et quand ce personnage doit se justifier, il lui dit de toute façon, vous êtes des hommes, vous êtes une sous-race, et c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre manière de vous définir. Toi, Reine, je t'aime, mais tu es un humain, et les humains sont inférieurs. Point. Je veux dire, on peut apposer ça sur un peu tout, hein. Désolé, mais ce discours-là, je ne vois pas comment il a pu être placé dans ce contexte de romance. Peut-être que ceux qui l'ont lu se sont pas souvenus de ça, peut-être que je l'ai interprété d'une autre manière que les fans de ces romans l'ont interprété, mais en tout cas, moi je me souviens que quand je l'ai lu et j'étais pleine de bonne volonté, hein, moi j'aime bien la romance, je veux bien faire des exceptions dans ma tête pour apprécier des situations qui ne sont pas appréciables en temps normal dans la réalité, mais là je ne suis pas arrivée à rentrer là-dedans parce que le personnage lui disait vraiment « je t'aime en tant qu'individu, mais tu fais partie d'une race inférieure à la mienne ». Et il en était convaincu, et il n'y avait rien du tout qui pouvait lui faire penser que ah les humains sont peut-être pas si bêtes ou les humains sont peut-être pas si ça, peut-être qu'ils méritent ci, peut-être qu'ils méritent ça. Et Rennes, tout ce qu'il faisait, il me semble, c'est essayer en fait de protéger les siens, de faire en sorte que les siens ne soient pas maltraités et de profiter de son statut d'amant, on va dire, du prince pour les défendre et les protéger. Et ce prince lui disait non, je peux rien faire parce que de toute façon vous êtes inférieur. Il me semble, encore une fois, je dis peut-être une bêtise. Mais voilà, enfin bref, je vous raconte ce qui m'a le plus choqué et ce qui fait que je n'ai pas pu continuer en fait. C'est-à-dire que non seulement lui, il était amoureux de ce prince, et ce prince ne lui disait pas non non mais ton jugement est obscurci par le fait que en fait tu es mon esclave, je suis ton maître et que tu n'as pas d'autre choix, que je ne peux pas te libérer, etc. Alors évidemment peut-être qu'il lui avait dit je te libérerai dès que je peux parce que si, parce que ça, je ne sais plus, mais ça n'est pas une excuse du tout et ça s'appelle donner des arguments pour que le gamin t'aime encore plus. Enfin bref, syndrome de Stockholm. On aurait pu penser en fait que le fait d'aimer ce personnage fasse qu'il se rende compte que s'il est capable de l'aimer en tant qu'égal, c'est que tous les autres individus de son espèce méritent en fait qu'on les considère comme des égaux. Normalement ça serait logique, mais là non. Et je suis certaine qu'à un moment donné, il finit par les considérer comme ses égaux, hein. Et si c'est pas le cas, bon bah jetez les livres à la poubelle, j'en sais rien. Mais
Si jamais dans la saga ça n'arrive pas, j'ai rien à dire, mais si jamais ça arrive, bah dans ce cas ça arrive 1000 fois trop tard, parce que tout ce qui est dit dans le premier tome, moi j'ai pas pu continuer quoi. Ensuite, Shades of Magic de Victoria E. Schwab aux éditions Lumen. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré cette saga, et je pense que je l'ai peut-être lu au mauvais moment, et quand je dis que je l'ai lu, j'ai lu un tome, et je crois que j'ai essayé de lire le deuxième, et je suis même pas sûre, parce qu'en fait j'ai emprunté 2, peut-être même 3 tomes à la médiathèque il y a quelques années, à une période où j'essayais de lire plus. C'était aussi une période où j'essayais de me lancer sur YouTube et je n'y suis pas arrivée. Honnêtement, je sais toujours pas comment j'y suis arrivée en ce moment. J'ai beaucoup essayé de me lancer sur YouTube, beaucoup trop, et je n'aimais jamais les vidéos que je faisais, je n'aimais pas le montage que je faisais, et je n'étais pas satisfaite, et j'avais pas le temps d'en faire de nouvelles, donc en fait je me lançais dans 1 ou 2 vidéos, et une fois que je les avais faites, soit je les montais jamais, soit je les montais et je ne les publiais jamais. En tout cas donc c'était à cette période-là à peu près que j'ai lu Shades of Magic, et j'ai bien aimé de mémoire, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé que c'était lent. Je sais pas comment expliquer. J'ai bien aimé globalement, peut-être que c'est ce qu'on appelle un roman d'ambiance. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu à cette fréquence à laquelle je lis en ce moment, parce qu'en ce moment je lis beaucoup plus vite qu'avant, et c'est vraiment cool parce que ça faisait tellement longtemps que je lisais pas comme ça. Par contre, je suis en train de lire du polar, je suis en train de lire du thriller psychologique, je suis en train de lire du coup du surnaturel, mais pas tant que ça finalement. Je suis en train de me rattraper sur tous les romans qui traînaient dans ma bibliothèque, etc. Donc pour l'instant je suis pas en train de lire tout ce que je lis d'habitude, et peut-être que c'est pour ça que pour le moment j'apprécie à peu près mes lectures, parce que je lis des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui sont très dans l'action, ça s'enchaîne, ça ne s'arrête plus, il n'y a pas trop de lenteur. Mais quand je lis du surnaturel, en ce moment, je tombe énormément sur des grosses lenteurs et je m'ennuie et je me dis mais où sont passés ces romans que j'adorais quand j'étais plus jeune? Shades of Magic, dites-le moi s'il vous plaît, si vous avez lu les suivants, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les suivants sont plus dynamiques que le premier? Je me souviens un petit peu du premier, je me souviens que c'était lent, mais pas tant que ça en fait. Je me souviens surtout que je n'ai pas accroché, que je lisais tout comme si j'étais en train de regarder l'auteur écrire son livre. Je n'étais pas dedans, vraiment, et je ne sais pas si je devrais le relire ou pas, et je ne sais pas non plus donc si je devrais lire la suite. Donc ça c'est une série vraiment je ne sais pas, je suis perplexe parce que j'ai vu que ça avait beaucoup plu, et que normalement c'est un univers qui aurait probablement pu me plaire énormément quand j'étais plus jeune. Donc la question c'est est-ce que je dois m'accrocher et réessayer? Peut-être que j'étais à une période où je n'étais pas prête à lire ce genre de choses, ou alors est-ce que c'est trop jeune pour moi et est-ce que je dois passer sur d'autres choses? Si vous n'avez pas aimé Shades of Magic, je suis aussi très intéressée de savoir pourquoi, parce que là ce que je vous décris c'est des impressions il y a très longtemps, donc je ne me souviens plus exactement ce que je n'ai pas aimé, mais je pense que j'ai du mal avec les changements de personnages en permanence. J'aime bien quand on reste toujours sur le même personnage, ça c'est vrai que c'est quelque chose. J'ai beau le faire quand j'écris, j'essaye de moins en moins le faire, et au final je me retrouve à quand même le faire. Par exemple dans Nina, j'étais pas censée faire des changements de personnages, et puis au final il s'est avéré qu'il y en avait un qui était absolument nécessaire, et au final il a fallu qu'on équilibre, et du coup j'en ai fait encore plus. Ça a rendu assez bien dans Nina, de toute façon c'est une série littéraire, donc c'est pas la même chose, et c'était adapté. Mais dans les romans c'est vrai que j'ai du mal avec le changement de personnage, j'aime bien quand on suit la même personne, je trouve qu'on est beaucoup plus proche de cette personne du coup, en ne sachant pas ce que les autres sentent et en étant que à sa place à elle. Je vais terminer cette vidéo avec Marquer les ombres, que j'ai lu il y a à peu près 3 ans donc. C'est une saga de Veronica Roth chez Nathan, et cette saga je ne l'ai pas terminée, je sais que je ne la relirai pas, c'est une saga abandonnée. J'ai lu le premier tome et je crois que j'ai commencé le deuxième et je l'ai abandonné. C'est compliqué à expliquer, cette saga, c'est je crois du space opéra, mais je peux me tromper, il me semble qu'on est sur des planètes différentes de la planète Terre, avec des empires, avec une histoire d'oracle, donc il y a du surnaturel. Je crois qu'il y a un oracle, et cet oracle peut déterminer ce que chacun des héritiers de grandes familles va faire dans sa vie, c'est-à-dire une chose qu'il va faire qui va être la chose qu'il est destiné à faire et qu'il ne peut pas éviter de faire, quelque chose comme ça. C'est vraiment très vague dans ma mémoire. Je me souviens juste que je ne savais pas où ça allait, et que en fait la chose qui m'avait fait lire ce roman, c'était cette histoire d'oracle et cette histoire de prédiction sur la vie de ses enfants. Si vous connaissez, je suis désolée si je suis en train de massacrer le résumé, je ne veux pas vous résumer trop ces romans, parce que le but c'était pas de vous parler de ça, c'était juste vous dire que je l'ai abandonné, cette saga, mais que je suis sûre qu'il y avait du potentiel, parce que vraiment j'ai ressenti qu'il y avait un univers extrêmement complexe et qu'il y avait plein de choses, mais en fait c'était beaucoup trop lent pour moi. Je pense que je me suis attaquée à quelque chose de trop lent à une époque où j'avais besoin de me
passionnée pour quelque chose. C'était une époque où j'avais besoin de coups de cœur, j'avais besoin de tomber sur des livres que j'aimais lire parce que je lisais extrêmement peu et que j'essayais de reprendre la lecture. Et malheureusement, je suis tombée sur ça et c'était pareil, je l'avais emprunté à la médiathèque, j'avais emprunté les 2 tomes. Donc j'ai lu le premier, j'ai fait bof, et j'ai commencé le deuxième et puis j'ai dit non, je les ramène à la bibliothèque, c'est pas possible quoi. Pareil, si jamais vous avez aimé ça et que vous trouvez que le deuxième, y a rien à voir avec le premier, tout ça, bah dites-moi. Mais honnêtement, je pense que j'ai un peu plus de doutes sur celui-là parce que ça s'annonçait quand même assez lent encore dans le tome 2. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est le tome 2 qui me fait arrêter tout. Si jamais je m'arrête pas au tome 2, que je continue au tome 3, c'est que c'est généralement bon signe. Sauf dans le cas de Thirds, mais Thirds c'est parce que je devais avoir envie d'une romance et puis bah du coup j'ai lu le tome 2, je me souviens que c'était ça je crois. J'avais lu le tome 1, je m'étais dit ok c'est cool, j'ai eu ma dose, après j'avais fait autre chose, j'avais lu autre chose. Et puis un peu plus tard, je m'étais dit, tiens, j'ai encore envie d'une petite romance avec des change-formes et tout. J'étais revenue avec le tome 2. Je pense que je vais faire ça comme avec l'appel du renard. Si jamais j'ai envie d'une petite romance MM avec des change-formes et tout, bah, je sais très bien quoi acheter avec une écriture qui me convient et un scénar que je connais un petit peu. Et je sais où je vais aller, je sais ce que je vais avoir, quoi. Et j'ai failli terminer cette vidéo sans vous parler d'un dernier roman. Un roman que je n'avais pas dans ma liste parce qu'en fait je n'ai pas fini le tome 1 et je voulais le lire parce que j'ai regardé la série, il s'agit de The Witcher. Vous voyez que je l'ai déplacé sur ma Vivilio alors que j'avais commencé à lire il y a quelques années, peut-être il y a 1 an. J'avais commencé à le lire donc sur ma liseuse Kindle, donc ça c'est mon e-book Kindle que j'ai transféré sur ma Vivilio. Il s'agit d'un roman de Andrzej Sapkowski, désolé si je le prononce mal, et c'est le premier tome, c'est-à-dire le dernier vœu. Le dernier vœu, c'est en fait, je crois, une série de nouvelles qui n'ont pas forcément de lien entre elles, si ce n'est que le Witcher vit ses différents événements dans cet ordre. Mais en dehors de ça, je crois qu'il y a des années qui les séparent, etc. On découvre les différents personnages. Là, j'en suis à une nouvelle dans laquelle on découvre Jaskier, justement. Et c'est assez rigolo, c'est un personnage assez marrant. Et j'avais vraiment très envie, en fait, de lire cette série, de savoir un peu ce qui s'y passait, de me faire spoiler ce qui n'était pas dit dans la série actuelle de The Witcher, et comme ça, éventuellement un jour, de me refaire la série The Witcher, et de reconnaître les différents personnages, de voir un petit peu ce qui a été reporté de la série papier à la série télé. Et évidemment, il y a les jeux, mon mari les a tous, il me semble, donc pareil, si jamais je veux les tester, voilà, j'avais envie de ce petit moment, vous savez, quand vous avez lu un roman et que vous découvrez le film, et c'est un tel, c'est une telle. J'avais envie de faire ça, et puis j'avais envie de connaître la fin de cette série, et j'en avais marre de regarder des... Franchement, j'adore cette série, je veux dire, j'adore la série Netflix, mais elle est très lente, et j'en pouvais plus d'attendre et d'avoir les réponses, donc j'ai voulu lire ça. Mais j'ai eu du mal, et donc j'en suis à 53% je crois. Donc je considère que c'est une saga en cours, puisque j'aimerais beaucoup le finir et commencer le tome 2, puis le tome 3. Et je crois que c'est dans le tome 3 peut-être qu'il y a l'histoire de la petite blonde, je sais plus comment elle s'appelle, ça commence par C. J'ai hâte donc de lire ça, mais je vais caser ça entre 2 romans que je lis pour le Cold Winter Challenge. Par exemple là, je suis en train de lire 30 jours d'obscurité. Je mets toujours ici, je sais pas si vous avez remarqué, le roman que je suis en train de lire. Donc comme ça vous voyez un petit peu, mais comme je vais reverser quelques vidéos par-ci par-là, de temps en temps vous allez voir une espèce de bizarrerie, probablement, où c'est un ancien roman que j'ai déjà terminé et présenté en point lecture qui apparaît. Mais c'est parce que, voilà, mes vidéos parfois sortent un peu dans le désordre, j'essaye autant que possible de les faire sortir dans l'ordre. Mais là, comme c'est thème Noël, je vais vous publier cette vidéo peut-être un petit peu plus tôt que les dernières qui sont prévues. Vous voyez mes jolis petits cerfs. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite un excellent Noël. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux, plein de livres à lire et que vous allez être bien accompagnés. N'hésitez pas à liker, commenter encore une fois au sujet de ces romans et de ces sagas que je n'ai pas lus et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.